Jeudi 1er mars 2018, journée mondiale de la protection civile. Et c'est déjà le 3e mois de la nouvelle année qui s'ouvre. Nous sommes au grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le tout premier grand rendez-vous du mois reçoit Oswald Dessoissy. Il est ingénieur agronome pour parler de la transformation de la mangue afin de limiter les pertes. Espère reçoit Gilbert Fassinou, initiateur d'une pétition contre les évacuations sanitaires à l'étranger. Une pétition pour mettre fin à cela au Bénin. Nature et bien-être reçoit Germain Roumbedji. Il est kinésithérapeute pour parler du mal de dos. On en a parlé ce mardi. Aujourd'hui, on aura les informations afin de prévenir le mal. Le dernier plateau, Horizon Culture, reçoit la présidente de l'association Lagune Image pour parler d'une activité culturelle au Bénin. Et oui, on va faire un zoom sur la Biennale Festival Lagune Image. C'est donc les invités et les thématiques qu'on aura abordé aujourd'hui sur le grand rendez-vous. Pour le menu de votre journal, comme à l'accoutumée, on va tout de suite lancer ou retourner l'antenne à la rédaction de BB24 qui nous propose d'accueillir aujourd'hui Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'attendre. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver dans un autre décor. Alors, le menu du le menu du 1945, c'est avec vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Faut-il s'inquiéter pour notre terre? En tout cas, entre dégradation et désertification, elle ne se porte pas bien. Comment alors la sécuriser pour un développement durable? Des experts réunis en atelier réfléchissent sur la question. Pour lui, la pierre est une source d'inspiration. Il la travaille, la manie et la transforme en objet d'art. La sculpture sur pierre, c'est le métier que nous allons découvrir à travers Charlie Djikou. Aller à votre propre mariage sans être déjà fatigué des préparatifs, ce n'est pas de la magie. Il existe des spécialistes de l'organisation du mariage qui font presque tout à votre place. Le wedding planner, c'est l'autre métier que nous allons découvrir dans le 1945. Merci donc à vous, Estelle Pazou. On se retrouve donc à 19h45. En attendant, moi, je me fais le devoir de recevoir votre invité. Et oui, monsieur Dessoissy Oswald, c'est l'invité de Monde Agricole, le tout premier plateau. Alors, on parle donc de la mangue. Et oui, on nous propose aujourd'hui d'opter pour la transformation des mangues afin de limiter les pertes. On suit tout de suite ce reportage réalisé par Karamant Agbataou sur la mangue et on va retrouver notre invité sur le plateau. La mangue, fruit de saison prisé des populations béninoises.
Elles sont nombreuses, ces dames qui en font leur activité, quoique temporaire. Les mois de mars, avril, mai, juin sont les moments forts où la mangue occupe une place importante sur les surfaces de vente. Vu l'abondance du produit dans cette période, l'on pourrait confondre Cotonou, la capitale économique, à l'une des villes productrices de mangue. Nous vendons les petites et les grosses mangues qui nous viennent de Parakou, d'Assa et Abomey. Nous avons des contacts qui nous les convoient et nous les revendons. Maoulé, l'un des espaces de déchargement des produits agricoles du marché d'Antokpa. Je m'approvisionne à Paouyan. Je fais moi-même les allers-retours. Ce jour-là, Dame Emilienne d'Akossi avait écoulé son stock. 30 paniers de mangue qui se sont vidés en l'espace de quelques heures. La voilà qui s'apprête pour sa prochaine commande. Quand je vais au village, je lance la commande chez les grossistes. Je fais le tri et je sélectionne celles qui sont mûres afin de vite les écouler. Sur le marché, l'on enregistre 4 variétés de mangue. La variété Gouverneur, la variété Eldon, la variété Ditkent et celle nommée Pistolet, cette dernière l'une des plus chères. Le pistolet là, on vend ça à 40. C'est 40 qu'on vend. Vous voyez les grossesses maintenant, on vend ça à 40 à 8 000. Voilà. Et vous vendez ça après à combien? On vend ça comme ça à 3 000 francs. 3 pour 1 000 francs. Qu'elles soient grossistes ou détaillantes, ces femmes revendeuses s'en sortent plutôt à bon compte. Commercialiser la mangue, une activité qui génère de revenus. Toutefois, quelques difficultés s'y glissent, notamment celles liées au transport du fruit et à sa conservation. Au regard de l'engouement que suscite la mangue, il serait utile d'asseoir les différents maillons pour en faire une filière en bonne et due forme. Et pour parler de la transformation de ce fruit, on reçoit Oswald Dessoissy, ingénieur agronome. Monsieur Dessoissy, merci d'être là ce soir. Bonjour, merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous portez très bien? Très bien, je vais très bien. D'accord. Alors, à quand déjà la saison de la mangue, la période? Oui. La saison de la mangue, il existe normalement 2 grandes saisons. 2 saisons plutôt. Il y a une grande qui court de avril à juin et la petite vers la fin de l'année. Donc là, dans quelques mois, je dirais le mois prochain, oui, on sera dans la période de la mangue. Oui. Ben là, est-ce que la transformation est une solution? Parce qu'à travers le reportage, Karamat Agbataou a abordé comme difficulté les méthodes de conservation, comment conserver la mangue. Est-ce que la transformation serait une solution? Bien sûr, la transformation, c'est la solution évidente aux pertes qu'on enregistre au niveau des fruits comme la mangue, puisque c'est une denrée très périssable en raison du fait qu'elle regorge beaucoup d'eau et de sucre, ce qui est vraiment aimé par les micro-organismes qui la dégradent très souvent. D'accord, mais quels sont les dérivés, s'il faut procéder à la transformation, quels en sont les dérivés? Alors, pour faire la transformation de la mangue, c'est un peu comme l'ananas. Nous pouvons faire du nectar, nous pouvons faire de la mangue séchée, nous pouvons faire de la confiture, nous pouvons faire de la purée ou même de la gelée. Mais déjà sur le marché, sur notre marché-là, quels sont déjà ces dérivés-là qui existent? Est-ce que toutes ces dérivés existent? Non, toutes ces dérivés n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Il y a, les gens font du nectar, ils font de la mangue séchée et le reste n'est pas vraiment exploré. On peut aussi faire du sirop par exemple, ce qui n'est pas fait. Je vois certainement que bon, c'est plus difficile de procéder à la transformation ou de procéder à ces manières de transformer la mangue que le nectar et la mangue séchée. Raison pour laquelle ils n'optent pas s'avancer sur ce terrain-là? Non, il ne s'agit pas de difficulté, mais plutôt de vouloir le faire. Si on veut le faire, on peut le faire et
le matériel adéquat à cette transformation, on va à la recherche du matériel, on le fait. C'est peut-être un problème de financement et d'accompagnement autour de la filière qu'il faut. Mais est-ce qu'il existe déjà des unités de transformation de la mangue dans notre pays? Oui, il existe quelques unités qui transforment la mangue au Bénin. Je ne sais pas si je suis permis d'en citer. Si ce ne serait pas pour faire de la publicité, on peut en citer. Non, ok, c'est pas pour faire de la publicité. Je sais qu'il y a à Bomé, il y a un centre de séchage des fruits qui fait de la mangue séchée. Dans le nord, il y a des dames, une association de dames qui doivent être à Parakou, à Natitengu, qui le font aussi. Et il y a Fresh Gold aussi qui le fait. Et plein d'autres personnes. À part cela, nous avions de petits détaillants, des bonnes dames qui, à la maison, s'essayent à la chose. À la chose. Oui. Mais est-ce que le travail se fait toujours de façon manuelle? Je dirais que pour la plupart des dames qui le font chez elles, c'est purement artisanal. Mais par contre, pour ceux qui se sont investis à le faire au sein d'une entreprise formellement enregistrée, essayent de mécaniser, de rendre la chose un peu plus industrielle. Un peu plus industriel. Oui. Bon, lorsqu'on va faire peut-être une étude comparative de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, déjà dans la sous-région et au Bénin, en matière de transformation de la mangue, est-ce qu'on peut déjà dire que le Bénin est déjà sur le bon chemin? On est sur le bon chemin, mais on ne peut pas aujourd'hui compter le Bénin parmi les pays qui transforment la mangue. Ce n'est pas encore exporté, c'est la transformation des produits? C'est même pas connu à l'intérieur du pays par les populations. Déjà oui. Chez nous-mêmes, ces dérivés de la mangue ne sont pas encore connus. Oui. Mais s'il en est ainsi, comment accompagner la production de la mangue? Voilà. Pour accompagner la production de la mangue, c'est tout simple. Quand nous prenons l'ananas, il y a eu tout un programme autour de l'ananas. Il faut faire pareil, il faut créer une chaîne de valeur. Il faut aussi qu'on permette aux universités de pouvoir faire un inventaire de tous les différents types de transformations que nous pouvons faire avec la mangue et de standardiser les différents diagrammes technologiques de ces différentes transformations afin de permettre aux promoteurs de pouvoir en faire usage. Et aussi, le gros problème, c'est la distribution et l'acceptabilité au niveau du consommateur. Le consommateur béninois est très réticent par rapport à un certain nombre de produits. Et il faut qu'on change un peu de mentalité à ce niveau parce qu'on constate que c'est quand c'est accepté à l'extérieur qu'ils l'acceptent ici, alors que c'est parti d'ici. Donc il faut changer un peu aussi de mentalité au niveau du consommateur. Est-ce que c'est une question de mentalité déjà? Est-ce que c'est une question de mentalité? Ah oui, je dirais de mentalité parce que quand on parle de l'acceptabilité d'un produit, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Oui. Mais si le produit déjà n'offre pas la confiance qu'il faut pour le consommer, est-ce qu'on doit l'acheter? Aujourd'hui, nous allons... Lorsqu'on fera peut-être une comparaison de la mangue transformée peut-être en nectar qui vient de l'étranger et ce qui est fait dans notre pays, il y a certainement une grande différence. Il y a une grande différence à un certain niveau, mais attention, ne confondons pas les choses. Ce qui est fait, je ne dirais pas que je suis en train de mettre en tort l'extérieur, mais ce qui est fait à l'extérieur, parfois, ou le plus souvent, est chimique. Quand je dis ce n'est pas du naturel. Ce n'est pas forcément du naturel. Ce n'est pas de la mangue pressée. Non. C'est peut-être un concentré qui a été dilué, on apporte des minéraux, des vitamines et tout ça pour reconstituer le nectar. Mais par contre, nous avons la chance d'avoir la matière première en quantité ici et de passer directement au naturel. D'accord, mais est-ce qu'on peut déjà procéder, opter pour la transformation de nos mangues déjà chez nous-mêmes? Oui. À la maison, est-ce que c'est facile à faire? Ce ne sera pas très facile à faire à la maison parce que c'est un fruit charnu avec un noyau à l'intérieur, un noyau à laquelle adhère fortement la chair, donc c'est difficile de séparer la chair du noyau. Donc ce sera un peu plus compliqué à la maison que de le faire en industrie. Parce qu'on se dit, la matière première existe, comme vous l'aviez dit, les fruits sont pourris et tout, mais on achète, même parfois on n'arrive pas à tout consommer à la maison et on jette le reste.
Mais s'il faudrait opter pour la transformation, voilà que vous dites que c'est compliqué, impossible de faire ça à la maison ou difficile de faire ça à la maison. Pas impossible, mais difficile. Mais difficile. Oui. D'accord. Alors, comment labelliser les produits dérivés de la mangue fabriqués dans notre pays? OK. En matière de label, aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui s'occupent de la certification au niveau du secteur de l'agroalimentaire. Il faut tout simplement se rapprocher de ces structures pour suivre les procédures qu'ils ont mises en place pour obtenir une certification ou un label sur un produit. Facile à l'obtenir? Il n'est jamais facile d'obtenir une certification ou un label en matière d'agroalimentaire, puisque c'est très sensible. Une petite erreur, vous pouviez porter atteinte à toute une population. Mais déjà dans notre pays, est-ce qu'il y a des produits où voilà, la mangue transformée qui ont déjà obtenu ce label-là, qui sont labellisés? J'en connais pas. Pas du tout, donc c'est encore un domaine bien vierge, je dirais. Oui, c'est bien vierge. Il y a plusieurs personnes qui tentent de faire du nectar. Je dis nectar, je ne dis pas jus, parce qu'il y a une différence entre voilà, les deux. déjà, quelle est la différence? Oui. Quand vous prenez un jus, c'est l'extrait direct d'un fruit. Par contre, quand vous prenez nectar, c'est l'extrait plus de l'eau. D'accord. Et je le dis souvent, on ne peut pas faire du jus avec de la mangue. C'est un produit déjà très pâteux, il faut ajouter de l'eau pour que ce soit un peu liquide. Donc, il y a beaucoup qui essaient à le faire, mais qui ne sont pas encore à l'étape d'un label ou d'une certification quelconque. Vous aviez tantôt parlé de la filière d'ananas. Aujourd'hui, il faut opter, comme le disait même dans sa chute Karamata Gbataou, voir dans quelle mesure opter, faire de la mangue une filière. Qu'est-ce que vous avez à dire déjà à ces décideurs-là qui nous suivent pour faire de cette production ou de ce fruit-là toute une filière? Okay. Pour faire de la mangue une filière, je le disais, il faut créer une chaîne de valeur. Et pour ça, je lance un appel au gouvernement pour que des projets soient mis en place, dans le sens où il faut recenser d'abord les différentes personnes qui le font actuellement. Il faut aussi voir un peu comment harmoniser la culture au niveau des différents producteurs de mangue. Je veux dire, en fait, ceux qui cultivent Est-ce que c'est possible d'en cultiver sur toute l'année? Sur toute l'année, on ne peut pas avoir de la mangue. Je ne sais pas s'il existe en compte saison. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais ingénieur agronome. Non, ingénieur agroalimentaire. Agroalimentaire, d'accord. Je ne pourrais pas parler vraiment des cultures, mais de la transformation de la elle-même. transformation même. Donc, je ne sais pas si on peut en avoir en compte saison, mais la période dans laquelle on l'a, on peut l'avoir régulièrement dans cette période-là. Déjà avril... Oui, avril à juin, et puis vers novembre et décembre, là-bas. Donc, c'est vraiment spécialiser ce domaine-là, permettre aux universitaires, aux différents producteurs de pouvoir travailler autour du produit pour qu'elle évolue. Elle évolue. Oui. Et on vous aura compris. Merci à vous, Oswald Dessoissi, ingénieur agroalimentaire. On parlait donc avec vous de la transformation de la mangue pour limiter les pertes. Ici sera donc tout pour Monde agricole. Tout de suite, on va installer notre expert. Voilà, nous sommes donc avec Gilbert Fassinou, initiateur d'une pétition. Et oui, pour éviter ou mettre fin aux évacuations sanitaires à l'étranger du pays. Monsieur Fassinou, merci d'être là. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir à vous. Merci également de m'inviter. Alors, lorsqu'on en vient à cette initiative, une pétition contre les évacuations sanitaires, d'où est partie l'idée? Merci beaucoup, madame la journaliste. L'idée est en fait partie d'un constat. En 2008, en 2009 du moins, les États de l'UEMOA avaient fait un rapport sur les évacuations sanitaires dans l'espace UEMOA. Ils ont constaté qu'il y a des dizaines de milliards qui sortent chaque jour, chaque année des pays
de l'espace UEMOA en direction d'autres pays pour les évacuations sanitaires. Et là, ils ont décidé d'organiser un atelier pour élaborer le document du projet des centres de spécialité. Hein, en tout cas, des centres de spécialité. Et ces centres seront désormais destinés donc à prendre en charge les patients sur place. Du coup, ils avaient décidé de réorienter en fait les dépenses pour que l'argent qui devait servir aux évacuations sanitaires puisse servir à soigner la population. Et quand nous prenons notre pays, nous voyons que chaque année, l'État béninois dépense plus de 10 milliards de francs CFA pour faire des évacuations sanitaires. Et je crois même que le chef de l'État est revenu là-dessus face aux confessions religieuses la fois passée. La semaine passée, voilà. Le chef de l'État était revenu sur ça et il a bien précisé qui étaient les bénéficiaires de ces évacuations sanitaires. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui est de mon village, celui qui est d'un village éloigné, par exemple, qui ne connaît personne, il sera difficile pour cette personne de bénéficier du coût d'une accélération donc, de son dossier d'évacuation sanitaire. Alors que ceux qui sont près du chef de l'État, ceux qui sont dans le gouvernement, les ministres, les parents et autres, ils ont des facilités à obtenir cette évacuation sanitaire. Et l'autre problème qui se pose en fait au niveau de ces évacuations sanitaires, c'est que de plus en plus, les évacuations sanitaires sont faites pour des maladies qu'on peut traiter sur place. Lesquelles? Récemment, on nous a rapporté qu'on a évacué quelqu'un pour une diarrhée. Donc, ça choque quand on entend que quelqu'un est évacué pour une diarrhée. Vous avez les preuves de ce que vous dites là, une diarrhée. L'autre chose également, vous avez vu que récemment, à l'étranger. On a évacué des patients pour des maladies tropicales, des maladies qu'on peut prendre en charge donc ici. Donc, quand on regarde tout ça, on se demande, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt prendre l'argent qui est destiné aux évacuations sanitaires et équiper les hôpitaux au niveau national pour que tout le monde, toute la population béninoise ait la même chance d'accès à des soins de qualité. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée donc, de pétition. Nous avons voulu donc créer en tout cas, la discussion pour que la population béninoise puisse donc s'intéresser davantage aux soins de santé donc, dans le pays. D'accord. Ben, avant même une pétition, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord penser au plateau technique? Vous êtes un praticien et vous savez ce à quoi vous êtes confronté dans les blocs opératoires, dans les centres de santé ailleurs et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà renouveler le plateau technique de nos hôpitaux avant de penser à interdire les évacuations à l'étranger? Non, en fait, l'objectif, c'est de parvenir... Parce que si peut-être on évacue quelqu'un à l'étranger pour aller traiter la diarrhée, c'est certainement parce qu'il n'y a pas le plateau technique adéquat pour le traiter ici. L'objectif, en fait, c'est de parvenir à arrêter les évacuations sanitaires. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 2008, l'UEMOA avait décidé que chaque pays puisse donc équiper les hôpitaux, en tout cas organiser le système de santé de façon à ce qu'il y ait les compétences locales, nationales pour s'occuper donc des besoins de soins en matière donc de soins de santé. Donc, est-ce qu'il faut d'abord équiper les hôpitaux avant d'arrêter les évacuations sanitaires? Oui, nous allons certainement passer par cette étape parce que ce que nous disons, si nous dépensons 10 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires, imaginez que, par exemple, chaque année, nous mettons 5 milliards de côté pour équiper les hôpitaux. Sur 10 ans, nous aurons utilisé 50 milliards pour apporter le matériel médico-technique adéquat pour équiper nos hôpitaux. Et à partir de là, nous n'aurons plus besoin nécessairement d'évacuer. Parce que quand on parle d'évacuation sanitaire, c'est quoi? On fait un transfert d'un patient d'un pays où le plateau technique, où on n'a pas les moyens médico-techniques nécessaires pour prendre en charge le patient, vers un autre pays où le plateau technique dont on a besoin est disponible. Donc, il faut donc qu'on puisse commencer par limiter ces évacuations sanitaires et économiser surtout pour que l'argent qui est destiné à ces évacuations puisse commencer par servir à l'équipement des centres de santé en matériel médico-technique, que les services dont nous ne disposons pas aujourd'hui, que nous puissions commencer par créer ces services dans le pays
pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nous n'aurions plus besoin d'avoir recours aux évacuations sanitaires. Et comment ça va se passer concrètement? Oui, comment ça va se passer? Nous avons lancé la pétition depuis plus de déjà 3 semaines. Et vous avez vu que c'est après avoir lancé cette pétition que le chef de l'État, à sa rencontre avec la communauté musulmane, est revenu sur le sujet et il a montré sa volonté, en fait, expresse de plutôt équiper les hôpitaux, de construire un hôpital de référence et même interdire les évacuations sanitaires. Nous, c'est l'effet que nous sommes en train de vouloir. Il faut que, aujourd'hui, ceux qui représentent le peuple, les députés à l'Assemblée, il faut que le gouvernement, qu'il puisse prendre conscience des dégâts, sinon du gaspillage que constituent parfois ces évacuations sanitaires. Nous ne disons pas que les évacuations sanitaires ne sont pas parfois nécessaires. C'est nécessaire parfois, mais pour qu'un indigent puisse avoir la même chance d'avoir aux soins de qualité comme un homme riche ou bien celui qui est proche du président, il faut qu'on ait donc des hôpitaux équipés, il faut qu'il y ait des personnels qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons cruellement de spécialistes, sinon, non, cruellement de médecins recrutés donc dans les hôpitaux pour travailler. Vous savez que quand on prend notre pays de 1950 à aujourd'hui, la population est augmentée de 2 millions à 8 millions, 10 millions. Donc la population s'est quadruplée. Mais pendant ce temps, le nombre de recrutement des médecins dans la fonction publique, ça n'a pas augmenté. Nous n'avons pas vraiment une politique de formation des médecins spécialisés. Nous avons besoin de telles compétences. Comment nous devons faire pour pouvoir donc former dans 10 ans ou bien dans 5 ans que peut-être si nous avons besoin d'un chirurgien cardiovasculaire. Nous n'en avons pas peut-être aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Il y a des chirurgiens cardiovasculaires aujourd'hui. Mais si je suppose que, par exemple, dans ce domaine, on n'en a pas assez, qu'est-ce que nous devons faire pour que dans 2 ans, nous puissions en avoir? Ça va faire appel à la volonté politique, ça va faire appel à ce qu'on appelle une vision. Il faut que nos chefs de l'État et le gouvernement, sinon les autorités de ce pays, puissent prendre conscience de la situation et réorienter du moins les dépenses publiques. Mais bon, on peut dire avec la réaction du chef de l'État que il a la volonté. Mais au niveau déjà de nos parlementaires, est-ce que la volonté y est après la signature de la pétition? Est-ce que ça va aboutir? On en a eu pour l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques. Dans notre pays, ça a marché. Mais est-ce que ça va également marcher dans ce domaine-là? Nous espérons vivement que cette pétition puisse aboutir et que nos parlementaires puissent prendre conscience, comme le chef de l'État est en train de le faire, de la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui pour accélérer surtout donc les dispositions sur ces évacuations sanitaires pour réorienter. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à l'État de créer des dépenses supplémentaires pour équiper les hôpitaux, vous avez vu, dans les temps passés, on a souvent recours à des télétons, on a recours donc à des choses là pour équiper. Mais c'est difficile de créer un budget supplémentaire. Mais si nous pouvons déjà utiliser ce que nous avons déjà prévu, qui ne sert pas à grand-chose, et que nous puissions donc orienter ça vers les équipements, je pense que nos députés, ils vont accueillir cette nouvelle à bras ouverts le corps. Et nous espérons vivement que, comme ils ont fait pour les sachets en plastique, qu'ils puissent donc signer et qu'ils puissent parvenir donc à régulariser les évacuations sanitaires au Bénin. Alors, pour signer, si nous, par exemple, nous avons, parce que moi, j'avoue que je n'ai pas encore eu, je veux bien signer une telle pétition, comment faire? Oui, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser plus les réseaux sociaux pour la signature de cette pétition. Donc, il y a un test que nous avons élaboré avec le lien qui permet à chaque citoyen donc d'avoir accès à la page et de signer. Mais nous sommes en train aussi donc de vouloir penser à un système pour que notre maman qui est même dans un village lointain donc de Cotonou, qu'il puisse avoir la chance de dire oui, je participe, j'accepte donc cette pétition et qu'il puisse donc signer. Donc sinon, pour aujourd'hui, nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, il y a un lien par lequel on peut avoir accès à la page. Avant de partir, vous allez nous laisser le lien on va certainement afficher pour que les gens puissent également, où ils sont et qui nous suivent, puissent signer cette pétition. Oui. Et vous attendez combien de signatures? Bon, notre objectif, c'est que le maximum de personnes puissent signer. Si nous disons,
oui, le maximum de Béninois. Si nous disons que nous voulons 1 million et qu'à partir de 1 million, d'autres personnes ont envie de booster la pétition, on fera quoi? Nous voulons qu'il y ait un nombre assez important de citoyens qui signent pour montrer la volonté du peuple, la volonté du peuple d'équiper les hôpitaux au détriment des évacuations sanitaires, pour qu'on puisse donc désormais, en tout cas, avoir sur place les soins de qualité dont nous avons besoin. Ça aussi, ça fait partie des objectifs que l'OMS a fixés pour les pays à l'horizon 2030. Il faut que chaque Béninois puisse jouir de la bonne santé, d'un bien-être. C'est un droit. C'est un droit. Et oui, mais là, vous êtes déjà à combien de signatures? Aujourd'hui, nous tournons déjà vous avez dit 3 semaines déjà. De 400 signatures. De 400 signatures aujourd'hui. Nous pensons qu'avec en tout cas le lien que nous partageons et les informations que nous donnons également, ce temps d'antenne que nous avons, c'est un moment pour nous également d'atteindre un grand nombre de personnes. Nous aurons certainement dans les jours à suivre une augmentation de ce nombre et c'est ce que nous désirons au niveau du syndicat autonome des médecins. Je voudrais rappeler qu'en fait la pétition, peut-être ça porte mon nom, mais la pétition c'est lancée par les médecins réunis au sein du syndicat autonome des médecins. Donc c'est ce que je voudrais dire. On se demande bien, est-ce que là encore un nouveau syndicat qui est dans l'arène de ce domaine-là, ça ne fait pas trop aussi? Non, ça ne fait pas trop. Ça ne fait pas trop parce que quand vous rentrez dans le secteur de la santé, vous auriez constaté tout de suite que les privés, par exemple, contribuent aux soins à hauteur de 54%. Bien sûr. Donc, nous n'avons pas encore un syndicat aujourd'hui qui couvre le secteur privé. La particularité de notre syndicat, c'est que ça couvre les médecins à la fois du secteur public et du secteur privé. Donc, nous ne sommes pas un syndicat de plus, nous sommes un syndicat de développement. Nous sommes venus pour pouvoir donc renforcer nos aînés qui sont là pour que le secteur de santé puisse être un secteur phare de développement dans le pays. Dans le pays. Alors, jusqu'à quand on aura toujours la possibilité de signer la pétition? La pétition en ligne, on peut le signer à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas un délai limite pour le moment. Mais ce que nous voulons, c'est que beaucoup de Béninois puissent signer cette pétition en un temps record. Plus c'est signé, plus ça montre l'intérêt que la population béninoise porte à cette pétition, au changement des choses au niveau du secteur de la santé. Parce que comme le chef de l'État l'a dit, il faut qu'on puisse parvenir un jour à interdire les évacuations sanitaires, mais ceci vient après que nous ayons un plateau technique vraiment adéquat et nous aurons utilisé les sous destinés aux évacuations sanitaires pour équiper nos hôpitaux. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je me demandais si vous ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Non, nous n'avons pas mis la charrue devant les bœufs. Il faut arrêter. Quand vous êtes en train de conduire votre véhicule et vous voulez arrêter, vous ne mettez pas le pied sur votre pied sur le frein tout dessus et vous arrêtez d'un coup. Donc, c'est certainement un processus. Nous avons créé la discussion. Nous allons continuer d'échanger avec le gouvernement, avec l'Assemblée, les députés à l'Assemblée, avec les autorités à divers niveaux pour que ce que nous disons soit partagé de tous, pour que les gens voient l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à arrêter les évacuations, en tout cas arrêter les évacuations sanitaires et utiliser beaucoup plus l'argent destiné à ça. Pourquoi pas construire des centres de chimiothérapie, de radiothérapie, les centres de spécialité à haut niveau dont on a parlé depuis 2018-2008 pour que chaque Béninois puisse avoir accès équitable donc aux soins de qualité sans que l'État ne gaspille. Parce que vous savez, l'argent qui sort du pays, ça ne revient pas certainement au pays. Vraiment. Mais si l'argent est dépensé même ici à l'intérieur du pays, je pense que ça fait partie donc d'un système d'économisation donc des dépenses publiques pour notre pays. Après la pétition, quelle est la suite? Après la pétition, la suite sera réellement que les choses puissent changer. Déjà, c'est déjà bien que le chef de l'État a annoncé qu'ils sont en train donc de prendre des dispositions pour construire des centres de spécialité pour que les cas, par exemple, des maladies graves comme les cancers puissent être pris en charge ici.
Mais nous ne voulons pas seulement rester à l'étape de promesse, nous voulons aller accompagner donc cette volonté donc, du chef de l'État pour qu'il puisse vraiment venir à la concrétisation, qu'il concrétise. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement à une politique, à une volonté, comme on a vu pour les RAMU, pour beaucoup d'autres projets. Il faut qu'on parvienne vraiment à la concrétisation, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que nous avons des compétences dans le pays, dans tous les domaines. Nous avons des médecins, nous avons des professeurs titulaires. Et quand ils vont dans d'autres pays, ils sont bien accueillis, ils sont recherchés. Pourquoi ne pas mettre les moyens qu'il faut à la disposition de ces personnes? Il paraît qu'à l'étranger, parfois, je dirais, je n'invente rien ici, même en France, il y a les grands professeurs dans le domaine médical sont des Béninois. Oui, vous savez que le Cotonou fait partie des premières écoles de médecine en Afrique. Et beaucoup de médecins sont formés, spécialistes et généraux sont formés à Cotonou. Si vous allez en France, on dit dans la région de l'île en tout cas, de l'île de France, oui. Il y a plus de médecins béninois là-bas qu'au Bénin. Mais ces médecins sont formés où? Majoritairement au Bénin, dans les pays africains. Donc, vous voyez, donc, on a des compétences, on a des professeurs qui n'ont rien à... Oui, la différence entre un professeur béninois et un professeur peut-être français, c'est quoi? Ça ne se situe pas au niveau de la connaissance. Parce que d'ailleurs, nous avons la connaissance, nous avons la compétence, nous avons les éléments cliniques aujourd'hui qu'il faut pour poser des diagnostics et c'est recherché ailleurs. C'est parce que les autres, ils ont ces matériels médico-techniques dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ça qui fait que c'est le plateau technique qui fait la différence. Sinon, si c'est la connaissance, la médecine est universelle. Et beaucoup de professeurs dans le domaine de gynécologie obstétrique, vous entendez parler des professeurs Perrin, dans le domaine de médecine interne, les professeurs Ouboué, les professeurs. Il y a plein de professeurs, donc les professeurs, il y en a plein. Vous allez en Euro, les jeunes professeurs qui sortent aujourd'hui, c'est des gens à qui il faut donner des moyens pour que ces personnes puissent donc être épanouies dans ce qu'ils aient la joie de transmettre ce qu'ils ont à la jeune génération pour que notre pays soit un pôle phare de développement. Je pense que aussi la concrétisation du PAG du président de la République passe par un secteur de santé de qualité qui va faciliter une bonne santé pour la population. Et surtout, il faut penser à avoir réellement un hôpital de référence, parce que lorsqu'on écoute les grands professeurs de notre pays, dans le domaine de la santé, le CNHU, qu'on appelle centre de référence, hôpital de référence, ne réunit pas les conditions pour être réellement un hôpital de référence. Donc, les conditions pour devenir un hôpital de référence, ça réside en quoi? Ça réside en plateau technique. Voilà. Donc, si aujourd'hui on prend le CNHU, on décide donc d'équiper le CNHU, vous savez, il y a des choses qui ne coûtent pas grand, en tout cas, il y a des matériels médico-techniques qui ne coûtent pas grand-chose. Quand vous prenez l'IRM aujourd'hui, l'IRM ne coûte pas des milliards. Et pourtant on n'en a pas. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres matériels pour mettre en place un bloc, pour acheter les colonnes de cœlioscopie, pour acheter beaucoup d'autres matériels. Ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup de fonds. Donc, si on équipe aujourd'hui tous les services et on modernise donc ces services, on a le minimum qu'il faut. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore déplorer ce qui se passe au niveau des CNHU? Non, encore qu'aujourd'hui, notre seul centre de référence, qu'on veuille ou pas aujourd'hui, c'est le CNHU. C'est là que nous avons toutes les compétences qu'il faut. Oui. Donc, il faut que nous puissions mettre à disposition les moyens nécessaires afin que l'hôpital public aujourd'hui au Bénin soit un hôpital où le citoyen lambda puisse avoir accès facile, qu'il soit sûr qu'en allant là-bas, j'aurai tout ce de quoi j'ai besoin du début jusqu'à la fin. Vraiment, merci beaucoup déjà pour l'initiative. Est-ce qu'on peut avoir le lien là très rapidement? Oui, je vais vous envoyer certainement le lien. D'accord. Et que vous allez partager pour que ces choses-là... Donc, à la fin de l'émission, on va afficher cela pour que les populations puissent déjà faire le bon geste. Oui, le bon geste, c'est de signer et de faire signer. Voilà, il ne suffit pas seulement de signer. Mais il faut faire signer la pétition par les amis, les parents, les frères. Il faut partager pour que les gens signent davantage cette pétition. Ça va démontrer la volonté du peuple. Parce que nous sommes un peuple démocratique, c'est ce que le peuple veut.
que les gouvernements aussi doivent vouloir. Merci donc à vous, Oswald. Voilà, Gilbert Fassinou, voilà, initiateur. Bon, vous avez dit, c'est vrai, ça porte votre nom, mais c'est une initiative du syndicat autonome des médecins du Bénin. Et voilà, une pétition pour mettre fin aux évacuations sanitaires à l'étranger de notre pays. Et ce sera tout pour Espère de ce soir. On fait un zoom ce soir sur la Biennale Festival Lagune Image, une activité culturelle qui s'est déroulée en semaine passée, voilà, au cours de la semaine passée ici même au Bénin. On va recevoir son initiatrice tout à l'heure après avoir suivi ce reportage. La Biennale Festival Lagune Image, 18 ans déjà, 8e édition. Le Festival Lagune Image, c'est un festival qui organise des projections pour les populations à travers la ville de Cotonou. C'est une biennale, donc c'est tous les 2 ans. C'est un festival qui organise également des formations, des renforcements de capacités, des masterclass et aussi toutes sortes d'activités festives pour essayer de resserrer le lien social entre voilà, les professionnels et les cinéphiles. Février 2018, les métiers de l'audiovisuel et du cinéma entrent dans la ronde du festival avec au menu 2 ateliers de formation. On a Madame Inès Johnson qui est venue pour animer de Berlin un atelier de peinture scénique au cinéma et au théâtre. On a Monsieur Michel Alexandre qui est venu pour animer un atelier de scénario de films policiers. Le scénario policier, mais en fait c'est le scénario en général, pour expliquer, transmettre le savoir sur la dramaturgie, comment on écrit une histoire, comment on écrit un scénario, comment on le dialogue pour le cinéma, mais également pour la télévision. 3 masterclass. On a Madame Monique Poba qui est la maman du festival, qui a créé le festival, qui va venir animer une masterclass. On a des réalisateurs qui vont venir du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Et on a exceptionnellement le FESPACO qui nous envoie son représentant, Monsieur François Akwabou. Et 7 espaces de projection. À Fil-Rosset, à Calavi, à Atropokodji, à Kounou et à Ganri, donc dans les espaces culturels. Des projections gratuites de films que vous ne verrez probablement pas à la télévision. Pour ouvrir le bal des projections toutes gratuites, 3 films au programme au Festec à Abomey-Calavi le 22 février nuit. Kindred Souls de Teddy Attilo à 20h. À 20h30, Lio de Florida Zosungbo et Huedizo de Oncle Bazar. Après la dernière édition organisée depuis 2013, le festival Lagune Image reprend donc de plus belle. On a heureusement eu des partenaires fiables, des partenaires sérieux. Et je crois que c'est reparti, le festival est maintenant reparti sur de bons pieds. C'est donc parti pour une nouvelle édition et bien d'autres encore de la Biennale Festival Lagune Image. Aux cinéphiles de prendre d'assaut les espaces de projection afin d'y passer de bons moments. Tout simplement, avec bonheur, en étant heureux. Voilà, c'était donc un reportage qui annonçait le festival, la 8e édition du festival Lagune Image. Et on voyait donc Alessandre Michel, qui était d'ailleurs passé sur ce plateau la semaine passée pour parler un peu du thème de son activité au cours du festival. Et sur ce plateau, c'était annoncé, et oui, elle est là et elle a eu à mener des activités durant le festival. Monique Mbeka Poba, elle est la créatrice du festival Lagune Image. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir de m'accueillir et merci de m'accueillir et merci surtout d'être un partenaire fidèle du festival Lagune Image que j'ai effectivement initié en 2000. Vous êtes belge d'origine congolaise. Absolument. Congo démocratique. Bien, le Grand Congo, le Congo Kinshasa. Kinshasa. Absolument. Voilà. Alors, on va parler
On va faire un zoom, comme je le disais, sur cette initiative-là, le festival La Lagune Image. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est 19h45. On va tout de suite suivre le journal. Donc, nous allons remettre l'antenne à la rédaction de B24 pour le 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 12-9-45. Voici les titres de ce journal. Plusieurs experts sont en atelier depuis mardi. Au cœur des débats, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. But visé, atteindre l'objectif de développement durable numéro 15. La sculpture sur pierre, plus qu'un métier, c'est une passion pour Charlie Dicou. Nous irons dans ce journal à la découverte de cet artiste qui transforme la pierre en objet d'art. Un autre métier à découvrir dans ce journal, le wedding planner. Comme son nom l'indique, il planifie et organise votre mariage dans les moindres détails. Le Bénin est bien décidé à atteindre l'objectif de développement durable numéro 15. Cet objectif relatif à la vie terrestre fait mention de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Comment déclencher le changement de paradigme en matière de gestion des terres au Bénin pour un développement durable? Le thème est au cœur d'un atelier qui a démarré à Cotonou. Les détails dans ce compte rendu de Rodrigue Babagueto et Alexis Seguemo. Au total, environ 2,2 millions d'hectares de terre se sont dégradés au Bénin entre 2000 et 2010, soit en moyenne 200 000 hectares par an. La dégradation des terres fait partie des défis environnementaux majeurs et au Bénin, l'heure est à une accélération de la croissance. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. C'est encore ce secteur qui est la principale victime des conséquences liées à ce phénomène. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. Un rythme de dégradation face auquel investir dans la gestion durable des terres GDT permettra au Bénin de réaliser ses cibles fixées au plan national. Il nous faut donc impérativement redéfinir notre relation à la terre, tant au niveau local qu'aux échelles nationales et mondiales. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. Ce faisant, nous devons œuvrer pour fixer le carbone dans nos terres par des choix intégrés pour développer notre biodiversité et améliorer la capacité de rétention de nos sols. Il s'agit d'ici à 2030 de limiter à 5% la perte des terres non dégradées afin de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques. Toute chose qui fera de l'objectif de développement durable numéro 15 une cible atteinte dans une vingtaine d'années. La sculpture sur pierre est un métier d'art. Il consiste à façonner des morceaux de pierre ou des roches brutes en objets d'art. Depuis qu'il s'est donné à ce métier, Charlie Dicou s'est découvert une passion. Elonia Dalmeda et Bernol Djogbe ont fait un tour dans son atelier. Voilà, je vous invite à suivre leur reportage. Râper, limer et poncer. Pour Charlie Dicou, sculpteur de pierre, c'est toujours le même rituel. De l'ébauche à l'œuvre d'art, il s'agit de façonner des formes et des volumes par le taillage de la pierre. La pierre, moi, je la considère comme une mousse. Je ne l'ai jamais vue dure. Pour moi, elle doit prendre une forme. À la manière d'un gémologue, le sculpteur sélectionne minutieusement les pierres nécessaires à la création de ses œuvres.
Des pierres issues de carrières des vallées de Djidja, Savé ou encore d'Assa qui, selon lui, font la richesse du Bénin. Je n'ai pas commencé par la pierre et j'avais fait l'argile. De l'argile, je suis allé au ciment, du ciment, bois, bronze, tout ça. Je vois qu'avec la pierre qui est au moins à 60% de notre territoire, de différentes qualités et de belles pierres en plus, de marbre, de granit, de volcanique, tout ça là. Donc il vaut mieux en exploiter et donner goût à mes confrères sculpteurs de bois d'aller à la pierre. Et pour l'artiste, l'histoire se met bien souvent au service de la sculpture, comme en témoignent ses nombreuses productions telles que le Guélédé ou encore le monument de Toussaint Louverture à Alada, référence majeure de l'héritage culturel béninois. Je puise dans mon histoire, dans l'histoire de Dahomey par exemple, dans l'histoire de Porto-Novo, de Ouida, tout ça là. Moi j'utilise tout ce qui est utile dans notre culture pour pouvoir transmettre autrement dans la pierre. Avant-gardiste, le sculpteur a décidé depuis peu de mettre en avant son art à petite échelle auprès des habitants de son quartier à travers la création d'un espace détente et d'une mini-galerie, véritable extension de son atelier, voire vitrine de la riche collection d'œuvres qu'il propose aux amateurs d'art. Moi, j'ai créé cet espace d'abord pour exposer mes œuvres dans ma galerie et partager. Et si on dit aujourd'hui que l'Africain ou bien le Béninois n'achète pas l'art, ce n'est pas de sa faute parce que ce n'était pas dans sa culture. Une initiative qui force l'admiration de tous, notamment des plus jeunes, à qui Charlie Djikou souhaite tout particulièrement éveiller l'attachement au patrimoine historique béninois et plus largement la passion pour l'art sculptural. D'un métier à un autre, et cette fois, on se retrouve dans l'industrie du mariage qui compte désormais de nouveaux prestataires. Aujourd'hui, le Wedding Planner organise votre mariage du début jusqu'à la fin. Il est le principal acteur pour la réussite de cet événement spécial. Zoom sur ce métier peu connu des Béninois dans ce reportage signé Xavier Pelagi et Igor Ayoso. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe, on les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie, n'est-ce pas, selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a un wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget,
alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. On prend à présent la direction du Togo. Le Togo et le Qatar annoncent qu'ils vont signer prochainement un protocole d'entente dans les domaines économiques, commerciaux et techniques. Les deux pays prévoient également un accord de coopération sur la réciprocité en matière de promotion et de protection des investissements. Ces actions visent à dynamiser la coopération économique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à mettre en place un mécanisme de consultation diplomatique périodique en vue de développer cette coopération. La société Énergie du Mali, EDM, la compagnie nationale en charge de la fourniture électrique, demande aux consommateurs industriels d'éteindre leurs machines entre 18h et 2h du matin lors de la prochaine canicule. La nouvelle est annoncée pour s'étendre du 1er mars au 31 juillet 2018. La compagnie espère que cette consigne sera respectée afin de lui permettre de poursuivre la desserte des petits consommateurs tout au long de la période. À défaut de quoi, elle sera obligée de mettre en place des plans de délestage qui toucheront toutes les couches de sa clientèle. C'est l'un des poissons les plus prisés au Japon. Le saumon est presque dans tous les plats, mais son élevage reste difficile en mer dans le pays. Une start-up s'est lancée à la conquête de ce marché en installant un nouveau dispositif de production. Reportage. Dans ce grand bassin rempli d'eau, s'agitent des centaines de saumons. Ils ont entre 2 et 3 mois. Tessuro Sogo, la trentaine, en est l'heureux propriétaire. Dans cette ferme, nous élevons des saumons en utilisant uniquement l'eau de robinet. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait avoir recours à l'eau de mer. Grâce à ce système de filtrage haute performance, l'élevage peut se faire en recyclant une même eau de robinet qui circule en circuit fermé. Des techniques nouvelles de pisciculture expérimentées par la start-up pour ainsi accroître la production de saumon et conquérir le marché japonais. Il nous faut réduire les coûts. Donc notre stratégie est de nous établir dans une chaîne de production-consommation locale grâce à la mobilité de notre système. La consommation de saumon a explosé dans le monde depuis les années 80. Pour satisfaire cette demande, l'élevage a progressivement supplanté la pêche et se pratique principalement dans des fermes installées en mer. Mais cette technique se révèle très difficile au Japon en raison des eaux qui sont très chaudes en été. Tessuro Sogo, avec ses installations, a peut-être trouvé la panacée. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin le 1945. Je vous retrouve demain pour de nouvelles informations d'ici et d'ailleurs. Vous, Estelle Pazou, on se retrouve demain. Vous serez là demain pour le 19h45. Le 19h45 et avant ça, le 12h45. Ok, donc on sera ensemble demain soir donc, pour le grand rendez-vous. Alors, mesdames et messieurs, la poursuite du grand rendez-vous nous propose aujourd'hui de recevoir, comme je l'avais annoncé d'ailleurs avant le journal, Monique Mbeka Poba. Elle est la créatrice de la Biennale Festival Lagune Images dans Horizon Culture. Nous aurons également sur ce plateau, dans la rubrique Nature et Bien-être, Germain Rougbedji, kinésithérapeute, pour parler du mal de dos. On peut prévenir ce mal, nous dit-il. Nous l'aurons sur le plateau pour les détails. On aura également enfin d'émissions, surtout voilà, ActuWeb pour boucler la boucle. Alors, on va poursuivre les échanges entamés avec Monique Mbeka, que vous avez d'ailleurs vu et que vous voyez déjà à travers les images. Alors, merci d'être là. Merci une fois encore d'être là. Comme je le disais, vous êtes belge d'origine congolaise et vous êtes ici dans le cadre de ce festival-là dont vous êtes la créatrice. Alors, parlez-nous déjà de cette initiative. Bien, écoutez, c'était à l'époque, je m'étais installée au Bénin de 1995 ça a été de 1995 à 2007, donc 13 ans. Et j'étais réalisatrice de documentaires. J'avais donc fait une série de documentaires au Bénin. Certains se rappellent du documentaire Anna l'Enchantée sur Anateco.
Il y a un autre documentaire que j'ai fait qui a beaucoup marqué les esprits, qui s'appelait « Deux petits tours et puis s'en vont », que j'ai co-réalisé avec Emmanuel Kolaoulé, feu Emmanuel Kolaoulé, malheureusement décédé, et qui parlait du retour au pouvoir de Mathieu Kérékou par les urnes, et qui a eu un prix d'ailleurs au FESPACO. Enfin, toute cette série d'activités dans le documentaire m'a fait en fait imaginer de créer un événement autour du documentaire au départ, qui s'est élargi après à la télévision, à la série, à la fiction. Et donc nous avons créé ça en fait en 2000 avec beaucoup d'amis, de connaissances, de soutien du Bénin, dont justement l'ORTB, qui a toujours été un soutien de la première heure. Et ces différentes éditions de Lagune Images ont parfois procuré de grosses émotions au public béninois. Nous avons eu la chance de recevoir Isaac de Bancolé, qui est venu, c'était en 2002. Nous avons reçu Patrick Guémadonc, le grand animateur de télévision d'émissions sur la sorcellerie. Alors là, il a déchaîné les passions. Le ici. Camerounais. Oui, le Gabonais. Le Gabonais, voilà, oui, oui. voilà. Il a déchaîné les passions ici. C'était invraisemblable. Les foules nous empêchaient même de respirer dans les salles. Hein. Et donc, nous avons eu vraiment beaucoup d'émotions avec le festival Lagune Images. Et malheureusement, quand j'ai dû quitter ce pays que j'aime tant en 2007, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur Christiane Chabicao, Oui, que qu'on je a eu vois, à travers le reportage, oui. qui est toujours fidèle au poste, qui continue donc à porter ce bébé qui était destiné au public béninois, qui j'espère continue de lui faire beaucoup d'honneur et de plaisir. Eh bien, la particularité de cette édition, c'est qu'il y a eu un représentant du FESPACO. Oui, mais le FESPACO, d'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec ce monsieur François Aoudo. Réellement, ils admirent beaucoup cette activité. Je pense on a été parmi les premiers festivals qui ont compté en dehors du FESPACO. Parce que maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Mais quand Lagune Images a commencé, c'était très rare. Même Quintessence est venu après. Donc, c'est vous dire que cette passion que j'avais pour le documentaire et pour ce pays, puisque quand j'ai fait un film, par exemple, sur le retour de Mathieu Kérékou au pouvoir par la voie, les urnes démocratiquement, c'était quelque chose de jamais vu jusque-là. Et il a eu un prix au FESPACO d'ailleurs. Il a eu un deuxième prix du documentaire en vidéo. C'était un grand événement à l'époque, hein, parce que quand j'ai proposé l'activité à Emmanuel Kolaoulé, lui-même ne se doutait pas que nous allions aller jusqu'à un tel résultat. Donc oui, c'est beaucoup de bonheur. Oui, mais pourquoi l'option d'une biennale? Eh bien, l'option d'une biennale, c'est que toute l'activité de recherche et du financement est quand même extrêmement lourde. Vous avez l'activité de rechercher du financement et en même temps, vous avez l'activité de fournir de bons programmes. Si vous faites tout cela en même temps, il y a un côté qui est pénalisé par rapport à l'autre. Tandis que quand on a 2 ans, on peut le faire calmement. Et on peut faire une bonne activité de rechercher de bons programmes, de bons invités intéressants, des bons masterclass. Et en même temps, on a le temps de rechercher l'argent. Parce que, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est toujours très compliqué. Ça, c'est vrai. Mais pour vous, bon, je ne dirais pas que vous l'avez laissé. Aujourd'hui, vous avez laissé le festival à Madame Chabicao. Mais pour une vue extérieure, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire de cette biennale-là? Eh bien, je pense que, vu de l'extérieur, c'est un festival qui est accompagné d'énormes changements, je crois, au niveau audiovisuel ici au Bénin. Je pense que quand nous l'avions plus ou moins commencé, à l'époque, il y avait une chaîne privée, LC2, qui était la première chaîne privée qu'il y avait eu pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'était quand même phénoménal. Et depuis cela, une grande école est apparue, qui est l'école LISMA, qui est réellement un partenaire de choix. Et cette école-là, maintenant, c'est une école vers laquelle viennent des gens de tous les pays, aussi bien d'Afrique de l'Ouest que d'Afrique centrale. J'ai rencontré ici des compatriotes congolais qui m'ont dit, mon Dieu, à quel point ils étaient heureux de recevoir cette formation, etc. Donc ce festival, pour moi, vu de l'extérieur, c'est un festival qui s'est modifié à cause de toutes les modifications, de tout ce qui arrive au niveau de l'audiovisuel et du cinéma béninois. Moi, j'ai continué de mon côté mon parcours, c'est-à-dire que du documentaire, je suis passée à la fiction. Et maintenant, j'ai vu que c'est très intéressant de faire des séries télévisées.
et que Madame Christiane Chabikao, qui reprend le festival, est une grande réalisatrice de séries télévisées. Je crois que les gens ne le savent pas assez, parce que sa série Les Chenapans a aussi également reçu des prix, beaucoup de prix. Donc moi-même, je commence à m'intéresser à la série, parce que je l'ai vu faire. Et donc, on a eu même Michel qui est venu donner une communication sur comment faire des séries policières et tout. Voilà. Donc, je suis presque dépassée parfois par le festival en me disant, mais c'est très bien, quelque part, quelque chose qu'on a créé va plus loin que vous-même. Donc, maintenant, je demande des cours auprès du festival La Guinimage. Mais le thème de cette édition... Et les métiers de l'audiovisuel. De l'audiovisuel. Eh bien, on se demande bien pourquoi on aurait aimé avoir Christiane Chabikao, même là, mais pour vous, l'initiatrice du festival, pourquoi avoir opté pour les métiers de l'audiovisuel et du cinéma? Bien, écoutez, j'ai pu rencontrer Inès Johnson, qui est la personne qui a parlé des décors en cinéma. Et comme vous le savez tous, un très très grand film, très important, vient de sortir pour l'histoire des Noirs au cinéma, c'est le film Black Panther. Eh bien, pour un film comme ça, vous n'imaginez pas la place absolument déterminante du décor, de tous les effets spéciaux et tout ça. Donc, ces métiers-là dont a pu nous parler Inès Johnson, c'est tout à fait fondamental si nous voulons faire en sorte que les productions que nous faisons deviennent des productions qui circulent au niveau international. Et je dois quand même vous dire une chose, c'est que Christiane Chabikao, on ne sait comment, arrive à mettre la main sur des gens qui valent de l'or. Parce que Inès Johnson, je l'ai vue tourner à Bruxelles, en Belgique, là où j'habite. Je me suis même déplacée de Bruxelles jusqu'au lieu où elle était, parce qu'elle était en train de travailler avec les réalisateurs de Matrix. Ah oui, voilà ce film-là, Matrix. Oui, elle était en train de travailler sur la série télévisée qui est en train de faire le réalisateur de Matrix. Et sincèrement, cette énorme production-là, ils sont allés chercher Inès Johnson qui vient ici à la Guinimage. Donc peut-être que vous ne savez pas les trésors qu'arrive à trouver. Moi-même, je suis en train de courir après Inès pour travailler avec elle. J'ai la chance que, puisqu'elle est là, elle ne peut pas m'échapper. Donc c'est aussi ce travail-là que fait Christiane pour nous permettre effectivement au niveau des séries d'aller peut-être encore un peu plus loin et peut-être un jour tout simplement parce que comme vous avez vu Black Panther, dedans il y a les Amazones, il y a une partie très béninoise qui est donc dans ce film. Pourquoi laisser toujours le monopole de tout ça aux Américains? On peut faire aussi peut-être des séries télévisées avec une même thématique. Et oui, ben, quels étaient pour vous les objectifs de la Biennale, la Guinimage au départ? Eh bien, je vous disais au départ, c'était plutôt favoriser le documentaire parce que je suis une amoureuse du documentaire. J'ai vraiment commencé par là. J'ai fait 10 ans de documentaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que grâce à eux, ils ont compris que le documentaire, c'était quelque chose de créatif. Par exemple, le film sur Anna Teko, Anna l'Enchantée. Vous savez qu'Anna Teko m'a dit qu'un jour, elle ne savait pas que le fait qu'il y avait ce film Anna Teko, plein d'enfants d'Allemagne lui ont crié. Parce qu'ils ont été touchés par son histoire. Ça a été diffusé sur la ZDF, qui est une grande chaîne allemande. Et elle s'est trouvée encombrée de messages venant d'Allemagne. Les enfants disaient « Ah, c'est comme ça la vie dans des familles polygamiques. Explique-nous, tu as notre âge, etc. » Elle a noué des amitiés. Diffusé largement, même sur BB24 aussi. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, les gens tombent amoureux de Anna Teko. Et c'est ça, je voulais quand même dire qu'on peut faire des documentaires explicatifs, mais on peut aussi faire des documentaires où vous allez à la rencontre de gens que vous apprenez à apprécier et aimer. Maintenant, la Guinimage s'est ouverte vers d'autres portes. Vers d'autres portes. Et selon vous, est-ce que ce sont les meilleures portes? Certainement. La série télévisée, c'est intéressant. Tout simplement. Ça va aller, ça va aller. Alors là, on vous remercie quand même d'être passé pour nous avoir apporté votre lecture de la chose. Vous avez créé le festival La Guinimage. Vous l'avez, je ne dirais pas laissé, mais confié ce bébé-là à Christiane Chabikao. Aujourd'hui, ça fait ses preuves, malgré les difficultés. On a eu la 8e édition qui s'est déroulée qui a pris fin, je dirais, la semaine passée, pratiquement. Et on vous a eu sur le plateau pour nous donner votre avis. Merci déjà pour la disponibilité et bon retour chez vous, en Belgique.
Oui, ouais, le Bénin est toujours mon chez-moi. Donc, j'ai plusieurs chez-moi. N'est-ce pas? Il faut déjà dire que vous avez passé au moins une dizaine d'années au Bénin. Oui, une dizaine d'années, Voilà. effectivement, qui m'ont profondément marquée. Parce qu'il faut le dire quand même, la liberté d'expression qui existe dans ce pays est très favorable à la créativité. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc terminé pour Horizon Culture. Mesdames et messieurs, on faisait un zoom sur la Biennale Festival Lagune Image avec sa créatrice Monique Mbeka Poba. Et voilà, on va tout de suite installer le plateau de nature et bien-être. Alors, Nature et Bien-être parle aujourd'hui des moyens de prévention du mal de dos. Le mal de dos dénommé aujourd'hui le mal du siècle. On aura sur le plateau un kinésithérapeute, Germain Rongbedi, qui était avec nous ce mardi pour parler du sujet. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Roland Chidime. Le mal de dos ou la dorsalgie. L'affection douloureuse qui touche 80% de la population mondiale à un moment donné de sa vie. On peut avoir mal au niveau du bas du dos, on va dire j'ai mal au dos. Certaines personnes vont dire j'ai mal aux reins, mais ce n'est pas vraiment les reins. Donc c'est la colonne lombaire. Donc quand vous regardez la colonne vertébrale, vous allez voir que la colonne vertébrale a plusieurs segments. Vous avez le segment cervical, la partie thoracique du dos et la partie lombaire. Sur 10 Béninois, précisément les administratifs, 7 souffrent du mal de dos. Un mal qui existe sous plusieurs formes avec des symptômes divers. Le mal de dos peut être dû soit à une maladie. Le mal de dos aussi peut être dû juste à un accident, donc qui révèle donc ça vient d'un accident. Le mal de dos également peut provenir donc des perturbations quelconques qu'on peut observer, ou ça peut être juste la maladie même de dos. Tout le monde peut en souffrir, mais pour l'ergonome, le psychologue du travail, il existe des couches de la population dont le risque de développer la dorsalgie est plus élevé. Tels que les métiers de manutention, tels que les conduites de véhicules, de carrière par exemple, les caristes, les secrétaires et autres, les métiers administratifs aussi peuvent entraîner le mal de dos. Nous sommes dans l'un des centres de réadaptation et de kinésithérapie de la ville de Cotonou. La plupart des malades du dos y font recours pour retrouver le bien-être tant recherché. Je souffre de la lombalgie chronique. Je traîne ça depuis l'enfance, depuis l'an 2000. Au sport, j'étais tombée au sport quand ça avait commencé. J'avais mal fait un mouvement. À un moment donné, je me sentais guérie complètement. Après l'accouchement, tout ça, ça a repris il y a 2 ans. À peu près, ça fait presque une vingtaine d'années. Un mal qui a commencé. Je ne sais pas l'origine du mal, mais j'ai été agent permanent de l'État. Le fait de m'asseoir peut-être toute la journée peut aider le mal à évoluer. Les moyens de traitement efficaces du mal de dos sont disponibles au Bénin. Mais le coût de la prise en charge de cette affection qui court les rues n'est pas à la portée de tous. Le seul déplacement est déjà un coût. Le Béninois lambda ne peut pas le faire. À plus forte raison qu'on dise qu'ils viennent payer de l'argent pour se faire soigner. Il faut penser donc à insérer dans le programme sanitaire une prise en charge du mal de dos. Le transport en commun, c'est quelque chose qu'il faudrait envisager aussi dans ce pays. Parce que nos pavés, les trous que vous voyez, chaque fois que nous faisons des compressions, nous allons vers une limite de résistance pour notre rachis. Et voilà, et on retrouve d'ailleurs Germain Rongbedi sur le plateau de Nature et Bien-être, kinésithérapeute, pour parler plus amplement, nous apporter d'autres détails sur cette maladie, je dirais, le mal de dos, le mal du siècle. Ça choque parfois. Mais déjà, la maladie de dos, est-ce que c'est différent du mal de dos? Parce qu'on vous a eu à travers le reportage, vous êtes revenu là-dessus. Le mal de dos, c'est autre chose. Quand on parle de maladie du dos, non, il n'y a pas de maladie du dos. En fait, on peut avoir d'autres maladies au niveau du dos, mais lorsqu'on désigne mal de dos, souvent, les gens désignent par mal de dos la douleur
qui se limite au niveau du bas du dos. Les gens confondent souvent aussi en disant mal au rein. Ce n'est pas juste. C'est vrai que quand on a des pathologies au niveau du rein, ça entraîne aussi des lombalgies, donc des douleurs au niveau du bas du dos, mais ce n'est pas vraiment la lombalgie vraie en ce moment-là. Ah, donc, si je comprends bien, lorsqu'on a des problèmes ou des maux de dos, il ne faudrait pas juste dire que certainement que c'est juste de la lombalgie, mais ça peut être également source d'autres maladies. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se faire examiner. Le fait d'avoir mal au dos peut être un signe d'une autre maladie qui existe ailleurs, et qui se révèle par cette douleur-là. Donc, c'est pour ça qu'on on parle du mal de dos avec ses différentes origines, les étiologies, et l'étiologie propre au niveau du mal de dos, où dans cet ensemble-là, on appelle ça le mal de dos. Donc, en parlant de lombalgie, on dirait les lombalgies communes parce que c'est vraiment limité, c'est le mal se limite au niveau de la colonne lombaire en ce moment-là, oui. Alors, est-ce qu'on peut prévenir, parce que je sais que le mardi passé, vous étiez sur le plateau pour aborder plus amplement les raisons qui expliquent un mal de dos et tout, mais est-ce qu'on peut prévenir le mal? Oui, selon les étiologies, tout ce qui n'est pas infectieux ou traumatique, etc. Donc, que ce soit quand c'est vraiment propre au niveau et qui est lié au mode de vie, on peut prévenir, on peut au moins retarder l'apparition. Alors, la première des choses, puisque nous sommes dans une ville, et la première des choses qu'on peut conseiller, c'est par rapport aux fonctionnaires qui sont assis tout le temps. Hein. Surtout les secrétaires de direction. Qui sont assis 4 heures parfois 4 heures d'affilée dans la journée sans se lever. Non, ce n'est pas très bien. Aucune position n'est meilleure pour le dos. À plus forte raison, la position même assise n'est pas du tout bonne, parce que lorsque vous êtes assis, vous avez une compression au niveau du dos. Je ne sais pas, il y a... le dos reçoit quand même des contraintes qui ne sont pas des contraintes nulles, quoi. Donc à partir de cet instant, il faut se lever après 2 heures de temps Après 2 heures, de temps, oui, pour faire quelques mouvements quelque part. Oui, juste aller chercher un dossier classé quelque part, et puis on fait quelques petits pas d'1 minute, 2 minutes, c'est suffisant. Parce qu'on sait que dans les bureaux, ce sont les fauteuils à roulettes, là, on tire ça juste pour aller prendre telle chose, on ne se lève pas. On ne se lève pas, parce que c'est glissant, donc on peut rouler pour aller vers le dossier, mais il faut se lever vraiment pour marcher, pour aller vers le dossier, parce que ça vous permet donc de détendre, de changer de position, de ramener donc des tensions musculaires, donc de relâcher certaines tensions, de remettre des antagonistes disons, de faire contracter d'autres muscles qui étaient au repos, ainsi de suite. Et là, ça permet donc de rééquilibrer le système. Ça, c'est pour les fonctionnaires, mais aussi pour nous-mêmes, les longs moments, parce qu'on avait déjà, il y a quelques années, on a fait une recherche vers les moments du marché, et on avait vu qu'elle présente beaucoup aussi de problèmes de dos. Pourquoi? Parce qu'elle soulève tout le temps des cartons. Alors, pour soulever les cartons, il faut apprendre à le faire. On ne peut pas se pencher en avant et soulever une charge. Non, il faut vraiment plier ses genoux, ramener la charge vers son corps. Pourquoi pas ne pas le coller même au ventre et se lever avec. Donc, c'est ça. Donc là, si je comprends, mais on se met à genoux. Lorsqu'on a une charge lourde à prendre, on se met à genoux. Pas à genoux, on se met accroupi. Un peu comme voilà, et on prend la charge. On ramène la charge vers soi. Oui. Et maintenant, on peut se lever en utilisant les muscles donc, du genou. Parce que quand vous le faites, quand vous ramenez l'objet vers vous, vous réduisez la distance entre l'objet et vous. Donc, c'est comme si l'objet, en s'approchant de vous, revient un peu à un corps, vous devenez solide. Et par rapport au corps, donc vous avez un centre de gravité qui commence par être unique. Vous n'avez pas un centre de gravité qui va se situer très loin, avec un bras de levier très loin. Donc ça réduit les contraintes au niveau donc, du dos. Ça, c'est quelque chose que nos mamans peuvent observer. C'est quelque chose aussi qu'on peut enseigner déjà même à l'école aussi, dans le cours de base. Là, ou les activités sportives, dans les activités sportives, etc. Il y a aussi nos enfants, donc les jeunes
jeunes qui vont à l'école, vous allez voir de plus en plus, ils ont non seulement leurs jeux, leurs gros livres, les cahiers, mais parfois aussi de l'eau, de la nourriture, ainsi de suite, dans un sac qui est porté quand même. Et parfois, quand c'est au mieux, c'est porté au dos, sinon c'est porté sur un bras. Et on est comme ça. Et on est comme ça. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter. Dire aux mamans et à nos parents, donc, de ne pas charger les enfants. Il ne faut pas les charger. Quand un livre n'est pas utile à l'école ce jour-là, il faut l'enlever du sac. Hein, s'il ne doit pas utiliser son ordinateur à l'école ce jour-là, ne le mettez pas dans le sac et comme ça, on allège le sac parce qu'il faut un poids pour le sac d'enfant. Le sac ne doit pas dépasser, le poids du sac ne doit pas dépasser 10% de son poids à lui. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment veiller, sur lesquelles il faut veiller et pour pouvoir réduire les risques de lombalgie aussi chez les enfants. Si je ramène maintenant vers les terrains de jeu, parce que j'en vois beaucoup dans la rue, je suis tellement content que les Béninois aiment faire un peu plus le sport aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années. Ça, c'est très bien, mais il ne faut pas faire le sport, il ne faut pas faire des gestes qui sont nuisibles pour le corps. Donc, parlant spécifiquement donc, de mal de dos, il y a ceux que vous allez voir parfois qui sont en train de se courber à longueur de journée, donc de faire des abdominaux à longueur de journée, ou bien de soulever des charges. J'en vois souvent et je me dis, mais comment ça se passe que ces gens-là donc, sont soumis à des pressions et des contraintes aussi. Donc, qu'est-ce que ça dit que si le Réalo peut nous aider à voir l'image, on a eu l'image tout à l'heure là, où on a dessiné la colonne vertébrale un peu tordue. Est-ce que c'est ce à quoi ça ressemble quand on ne commence pas à sentir, merci beaucoup Sheila Armel-Gbeirin, c'est ce à quoi ça ressemble lorsqu'on ne commence pas à sentir les douleurs au dos? Lorsque vous avez des douleurs au dos, ça peut ne pas être une modification de courbure. Là, c'est une colonne lombaire normale qui doit avoir les différentes courbures que vous avez. Une colonne lombaire doit avoir ces courbures-là. Cette courbure-là. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas normal. C'est important. Et cette courbure-là, ces courbures que vous voyez sont importantes pour avoir la résistance. Donc, la résistance se calcule en fonction de ces courbures-là. Hein, N plus 1 au carré. On ne donc, parle pas de ça ici, donc, les cours là, il faut les épargner. Lorsque vous avez ces courbures-là, c'est bien. Mais vous allez voir des gens qui ont le dos plat. Oui. Donc, comme les poteaux là. Les poteaux, quand c'est des mâts comme debout, ça. Oui, plat. Non, ça, c'est parce que c'est vu de dos. C'est plat. Quand c'est plat, c'est pas bien. Hein, d'accord. Vous avez des gens aussi qui vont avoir la colonne lombaire tordue, tordue comme ça. Ça, c'est ça, une sorte de scoliose. Ça, c'est pas bien non plus. Raison pour laquelle c'est même marqué au rouge. Voilà, c'est pas bien du tout, parce que vous voyez toute contrainte, vous voyez des côtés, un côté est tiré complètement, l'autre est relâché, et puis les disques donc ne sont plus du tout. Il y a des contraintes très élevées au niveau des sommets de ces courbures-là. Et là, c'est pas bien. Donc, regardez aussi, observez, c'est souvent chez les enfants qu'on commence, dès l'adolescence, on commence par voir la modification de la courbure au niveau du dos. Hein, cette modification qu'on appelle scoliose, vous allez, si les parents remarquent ça chez un enfant, il vaut mieux commencer très tôt par prendre cet enfant, parce que si c'est fixé, l'enfant est en croissance, lorsque la modification, c'est possible de redresser. Mais si on laisse tomber, c'est que les structures vont croître sur cette forme-là, et ce serait très difficile de redresser plus tard. Il y a un angle qu'il ne faut pas dépasser. Quand on dépasse cet angle-là, il faut mettre... Bon, bref, il faut aller vers la chirurgie. D'accord, mais on a parlé du domaine sport, on a parlé des fonctionnaires, des moments au marché. Quel autre secteur il faut voir? Les secteurs, par exemple, secteur donc de port de charge, je parle par exemple des hommes au dos large, comme on dit. Voilà, les dockers. C'est vrai, ils ont des techniques pour soulever la charge, j'en vois souvent, mais quand même, il faut se limiter à une charge donnée. L'homme ne peut pas dépasser un certain nombre de charges également. Il faut que ces personnes-là puissent tenir compte non seulement de la technique de port de charge qu'on leur apprend souvent, mais aussi de la limite de leur capacité, mais également de la limite de résistance dans la journée. Si vous avez... Je donne un exemple, 400 000 tonnes de produits à décharger. Ce n'est pas parce que vous avez été sous adrénaline que vous allez dire, OK, nous allons pouvoir le faire le jour-là. Il y a une limite dans la journée qu'il faut respecter également. Et en respectant cette limite, on permet au corps de se reconstituer, donc de reprendre de l'énergie. Comme vous l'aviez dit, 10% de votre poids.
Oui, ça Il c'est faut prendre vraiment, une charge ça c'est de pour les 10%. enfants, l'adulte Ok. peut dépasser. D'accord, Oui, oui. d'accord. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose par rapport au docker, par rapport au, comment on appelle là, au conducteur de véhicules. Oui. Voilà encore une autre profession qui présente, surtout les gros camions, hein, les camions, parce que vous voyez d'abord les gros camions, ils sont très lents. Donc, selon la vitesse qui est imposée par le législateur, ils doivent aller avec toute une attention bien soutenue. Et là, du coup, la durée donc, du trajet est donc plus longue et assis sur des fauteuils parfois qui ne sont pas corrects. Voilà, je voulais même en venir. Est-ce qu'il y a des fauteuils qu'il faut avoir déjà pour ces conducteurs dans les véhicules ou ces secrétaires dans les bureaux? Oui. Est-ce qu'il y a des fauteuils pour... Il y a des fauteuils donc, ergonomiques qui sont vraiment prévus pour ça. Et en général, je peux vous donner des caractéristiques parce que nos menuisiers peuvent en fabriquer également. Il suffit d'avoir donc le dos, donc votre fauteuil et qui doit avoir un dos beaucoup plus, c'est-à-dire un peu plus droit. Il ne faut pas que ça soit penché de façon à ce que l'individu soit obligé donc de se pencher, de faire un porte-à-faux par rapport à sa colonne lombaire, mais d'avoir un dos bien droit. Je l'expliquais ici le mardi en disant que nos fauteuils ici sur ce siège ne nous permettent pas donc de montrer exactement. Donc, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas le respecter. Mais donc, il faut avoir le dos droit. Deuxième élément, c'est que lorsque vous êtes assis, quand vous êtes assis, il faut que lorsque vous êtes assis, vos genoux soient pliés à 90 degrés et que l'horizontalité de votre jambe, que votre jambe soit horizontale. Il ne faut pas avoir une jambe comme ça avec un genou plié d'une façon. Là, ce n'est pas bon. Donc, quand vous remarquez ça, posez alors un pose-pied pour pouvoir réaliser l'horizontalité donc des cuisses. Avec un genou plié à 90 degrés. Franchement, donc, tellement de choses, mais bon, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Il y a tellement de choses à dire parce que, franchement, pratiquement tout le monde en souffre. Tout le monde souffre du mal de dos, quel que soit son domaine d'activité. Mais on aura le temps de revenir sur le sujet encore avec vous et d'autres acteurs, pourquoi pas, du domaine de la kinésithérapie. Merci déjà pour votre passage sur notre plateau ce soir. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine, merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour Nature et Bien-être. Et le dernier plateau, la dernière rubrique de votre émission ce soir, c'est ActuWeb. ActuWeb qui nous apporte deux informations aujourd'hui. Déjà, retenez que les autorités rwandaises ont ordonné la fermeture de plus de 700 églises situées à Kigali. Et oui, on va revenir sur l'information tout à l'heure. Et l'autre information, c'est qu'au Ghana, un enseignant enseigne l'informatique à ses apprenants. Mais quoi d'anodin? Le fait anodin pour ne pas qu'on en fasse éclat, c'est que publié le 13 février dernier, ces photos, vous les verrez tout à l'heure, ont rencontré un très grand succès admiratif. Voilà ces images que vous voyez déjà avec l'enseignant qui enseigne l'informatique à ses élèves, à ses apprenants au tableau. Des images qui sont admiratives et plusieurs internautes ont appelé à venir en aide à l'enseignant. Un enseignant ghanéen qui est devenu une star du web après avoir publié ses photos. On le voit reproduit de façon très précise sur un tableau, le logiciel de traitement de tests Microsoft Word. Donc, ce que vous voyez là qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de reproduire de façon très précise un tableau de logiciel, le logiciel de traitement de tests Word, Microsoft Word. Car faute de moyens, Orua Kwadwo Rotich, voilà, c'est son nom, est obligé d'enseigner à ses élèves l'informatique sur ce tableau noir. Et déjà, il faut dire que, comme commentaire, ce professeur mérite une récompense. Il vaut plus qu'1 million de cedi, une monnaie du Ghana, lit-on sur cette publication que vous voyez là, qui a été retweetée plus de 50 000 fois. Et un autre commentaire, avec ce genre de passion, je suis sûre que Microsoft et Microsoft Africa peuvent faire un don d'un laboratoire de pack informatique entier à cette école. On me dit que c'est un enseignant quelque part au Ghana. S'enthousiasme cet internaute Joy Dorine Bira.
Nous dirons également qu'au roi Kwado Khotich est enseignant en technologie de l'information et de la communication dans une école primaire à Tchedoumaze, dans la région d'Ashanti, au centre de Ghana. Et il dit ceci: « Je suis très surpris de l'engouement autour de ces photos car j'ai juste fait une publication Facebook comme j'en ai régulièrement l'habitude sur les nouvelles techniques que j'utilise pour intéresser mes élèves », raconte-t-il aux observateurs de France 24. Ces élèves ont environ 13 ou 14 ans et la plupart n'ont jamais vu un ordinateur. Nous sommes au 21e siècle. J'ai fait ce dessin car dans cette école, nous n'avons pas les moyens d'en avoir. Or, il faut qu'ils puissent se représenter à quoi tout cela ressemble. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que j'utilise le tableau pour faire un dessin dans des domaines qui concernent l'informatique. J'ai déjà dessiné tous les composants d'un ordinateur, l'unité centrale, la souris, le clavier. Et j'ai aussi fait le même genre de dessin pour montrer les principales icônes d'un poste bureautique ou les boutons pour redimensionner ce qu'on trouve sur un écran. Je le fais souvent pour les aider à se projeter afin qu'ils ne soient pas trop perdus si demain ils se retrouvent face à ces outils. Et depuis la publication de ces photos, j'ai été contactée par de très nombreuses personnes. Nous avons reçu des promesses de dons financiers, mais aussi d'ordinateurs bureautiques. Il y a trop d'écoles dans notre région qui sont dépourvues de matériel informatique. Et pour moi, si ces photos peuvent faire changer les choses, ça sera une grande satisfaction car l'éducation est la clé pour nos générations futures. Et on en vient maintenant à cette information. Les autorités rwandaises ont ordonné la fermeture de plus de 700 églises situées à Kigali en raison du non-respect des normes de sécurité et d'hygiène de ces lieux de culte. Ces autorités-là, elles affirment que 714 églises et une mosquée ont été visées par cette opération. De nombreux lieux de culte ont été construits au Rwanda en violation des normes de sécurité, a dit au journal The New Times un fonctionnaire rwandais, Justus Kwangagie. L'exercice de la liberté de culte ne doit pas empiéter sur les droits des gens, a-t-il affirmé, ajoutant que les édifices religieux concernés seront fermés tant qu'ils ne répondront pas aux normes de sécurité. Certaines églises de Kigali sont faites de tentes et ne disposent pas d'un parking adéquat pour les fidèles qui se garent sur le bord de la route, provoquant ainsi des embouteillages selon Justus Kwangagie. Alors, c'est une initiative du gouvernement rwandais et commenté par plusieurs internautes. On va revenir sur les commentaires dans nos prochaines éditions. Voilà donc, mesdames et messieurs, le dernier plateau du grand rendez-vous ce soir, ActuWeb. On va clôturer la grande émission du soir avec la météo en rappel.
Et ce sera donc tout pour la grande émission du soir sur Bénin Business 24, le tout premier numéro de ce mois qui s'ouvre ce jour. Et avant de vous laisser partir, nous partageons avec vous ce conseil de Warren Buffett en ce début de mois. Et voilà, nos yeux ne sont pas sur notre fond parce qu'ils sont moins importants, non. Nos yeux sont sur notre fond parce qu'il est plus important de regarder en face que de regarder en arrière. C'est donc une nouvelle chance qui s'offre à vous, qui s'offre à nous en ce début de mois. Mesdames et messieurs, saisissez donc cette chance-là et laissez passer ce qui est déjà passé. Ce qui est déjà passé, oui, déjà janvier, février, laissez donc passer tout ça et rebondissez à nouveau. On va se retrouver donc demain pour de nouvelles informations liées à votre développement personnel et au développement de la nation. D'ici là donc, portez-vous très bien.